nous a accueillis d'abord, partagé avec nous toute cette souffrance au-delà de la guerre. La nature aussi s'ajoute. Tout nous tue là-bas. Et l'eau, le lac qui monte. Bon, il a promis de faire quelque chose. Il me fait même attendre quelques moments. Excellente lui a ouvert la voie à l'enrôlement biométrique. Soucieux d'offrir aux Congolais un document sécurisé, le président de la République a reçu des prestataires des assurances quant à la fiabilité et la sécurité de ce permis de conduire. Promis à obtenir son permis de conduire biométrique pour les hautes personnalités. Lui, c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a procédé à l'inauguration du centre de délivrance de permis de conduire. Plusieurs autorités ont pris part à cette grande cérémonie, parmi lesquelles le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba-Gobo. Un reportage de nos confrères de la presse présidentielle, Guylain Kabalondi et Roger Dier. Au siège de la Commission nationale des délivrances des permis de conduire dans la commune de la Gombe, un requérant spécial a fait son entrée dans l'après-midi de ce mardi 13 mai 2025 pour l'obtention de son permis de conduire. Accueilli sur place par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier citoyen du pays, est venu prêcher par l'exemple. Entouré de la première ministre et des quelques membres du gouvernement, le chef de l'État, guidé par les prestataires de la SPC, Société des permis de conduire, a respecté la procédure en 5 étapes définies par la CONADEP, Commission nationale des délivrances des permis de conduire. Il a avant tout retiré son formulaire devant lui permettre de passer les tests. Sur un écran tactile, il a réussi avec brio son test théorique en répondant à une série de questions. La pratique a été réalisée sur un simulateur de conduite. Sa note excellente lui a ouvert la voie à l'enrôlement biométrique. Soucieux d'offrir aux Congolais un document sécurisé, le président de la République a reçu des prestataires des assurances quant à la fiabilité et la sécurité de ce permis de conduire. Procédure respectée, le permis de conduire imprimé a été remis solennellement au chef de l'État. Moment important pour le pays qui avait suspendu de plusieurs années la délivrance de cette pièce. Ces permis de conduire intègrent une puce électronique et répond aux standards internationaux. L'exemple donné, quelques membres du gouvernement ont de séance tenante emboîté le pas. Un pas qui devrait être suivi par tous les citoyens pour circuler en toute légalité. Décédé le 7 avril dernier, c'est ce mercredi que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a rendu un dernier hommage à Jacqueline Moleka. Les obsèques ont été organisées à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Un reportage de Blandine Zovo et Fils Batondo. Un nom, une histoire, une famille, c'est bien celle de Moleka, du nom de ce grand dignitaire et opérateur économique ayant marqué l'histoire contemporaine de la République démocratique du Congo. L'immense cathédrale Notre-Dame du Congo a refoulé du monde ce mercredi 14 mai à l'occasion des obsèques de maman Jacqueline Ebamba Moleka, veuve du regretté papa Ignace Moleka d'heureuse mémoire. Des funérailles émouvantes qui ont réuni membres de famille, amis et connaissances, mais aussi de nombreuses personnalités politiques de tous bords, tous rassemblés en cette circonstance douloureuse pour rendre un dernier hommage à cette mère de famille exceptionnelle dont les qualités égrenées à travers les différents témoignages ont décrit son engagement et son dévouement envers sa famille et sa communauté. Maman Jacqueline Ebamba Moleka a été une mère exemplaire et un pilier pour beaucoup de personnes présentes. Ayant pris les commandes de la famille en tant qu'aînée, 8 ans après le décès de ses frères et sœurs, Marie-Hélène, Myriam, David et Timothée, Albert Moleka, 4e de la lignée, a pris la parole en liminaire au nom de la famille. Dans son mot, il a salué la présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en cette cérémonie funéraire. Maman Jacqueline vous regarde, elle est fière de vous et se dit honorée par la présence de son fils que vous êtes, a-t-il déclaré.
Dans son homélie, l'officiant du jour, Monseigneur Carlos Ndanga, vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa, prédicateur choisi pour cette célébration eucharistique, a mis en relief les qualités humaines de la défunte qui fut une femme vertueuse. Ce requiem, en pleine période pascale, est très significatif. Avec Pâques, nous reconnaissons la victoire de la vie sur la mort. Nous proclamons la résurrection avec Jésus-Christ de l'âme de Maman Jacqueline Ebamba Moleka, a dit le prêtre. Né à Léopoldville le 7 avril 1933 et décédé le 30 avril à l'âge d'or de 92 ans, Maman Jacqueline Moleka, mère d'une progéniture nombreuse, dont Wivine Moleka, actuel vice-ministre des hydrocarbures, avait réussi à faire de sa maison un lieu de chaleur, d'amour et de refuge pour tous ses enfants. Un autre temps fort de cette célébration eucharistique fut le dépôt de la couronne de fleurs par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, suivi de son recueillement devant la dépouille mortelle et sa douleur partagée avec les membres de la famille éplorée. L'unité, la cohésion, l'amour et le partage, autant de vertus ayant caractérisé les 92 précieuses années de vie sur terre de Maman Jacqueline. Dimanche dernier, le président de la République avait effectué une visite de compassion à la résidence familiale à Montfleury, histoire de consoler la grande famille Moleka pendant cette dure épreuve. Un temps fort de communion et de réconfort qui n'a pas laissé indifférents les membres de famille présents au lieu du deuil. De la présidence à la primature, ce n'est qu'un pas suite à des inondations dévastatrices qui ont frappé Fizi dans la province du Sud Kivu, causant ainsi la mort de 120 personnes. L'évêque d'Uvira et le député national Justin Bitakwira ont été reçus par le Premier ministre Judith Suminwa. Séance tenante, la chef du gouvernement a promis des réponses rapides à cette tragédie humaine. Un reportage de Chimène Dondo et Pompomba. À Kinshasa, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a reçu ce mardi l'évêque d'Uvira, Monseigneur Sébastien Mouyengo, et le député national Justin Bitakwira. Ils sont venus tirer la sonnette d'alarme après les inondations meurtrières survenues à Fizi dans la nuit du 8 au 9 mai 2025. Le bilan provisoire fait état des 120 morts, de nombreux blessés et plus de 800 sinistrés. On remercie la manière dont on nous a accueillis d'abord, partager avec nous toute cette souffrance au-delà de la guerre. La nature aussi s'ajoute. Tout nous tue là-bas. Et l'eau, le lac qui monte. Bon, il a promis de faire quelque chose. Il me fait même attendre quelques moments. Comme l'honorable vient de dire, il nous promet de faire quelque chose par étape. Il y a des besoins de médicaments, il y a besoin d'enterrement, il y a besoin de prendre en charge, il y a des maisons qui sont parties. La ville de Bukavu est aujourd'hui occupée comme celle de Goma. En plus de la guerre, maintenant c'est la nature qui est en train de ravager les gens. Elle a promis l'appui du gouvernement, peut-être en 1, 2 ou 3 étapes, mais quand même elle est consciente de la situation et nous espérons qu'il y aura accompagnement, il y aura appui. La première ministre Judith Suminwa Tuluka dit suivre la situation de près et des instructions ont déjà été données au ministère concerné. Depuis la province du Kwango où il séjourne, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, a procédé au lancement de la vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité, une réforme qui vise à démocratiser la gouvernance sécuritaire tout en renforçant la protection de l'intégrité territoriale. Un reportage de Bobo Anan Mokonzi. La sécurité dès la base, un véritable outil des entités territoriales dans le développement de la vigilance tous azimuts face aux différentes menaces sécuritaires en République démocratique du Congo. Programme du gouvernement porté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques Machabani. La province du Congo est désormais la 4e entité à bénéficier de cette réforme novatrice.
Les comités provinciaux et locaux de sécurité constituent à présent un cadre formel de coordination, de concertation, de prévention et d'alerte, renforçant ainsi la collaboration entre institutions étatiques et communautés. Je présume que les acteurs publics et étatiques que vous êtes iraient désormais aborder vos fonctions et gouverner autrement, de manière à concourir avec efficacité au renforcement de l'autorité de l'État dans vos domaines de services respectifs. Avec la mise en œuvre de cette réforme dans cette zone, en proie à l'insécurité avec la milice Mobondo et autres formes de criminalité, le gouvernement congolais, par le biais de la vice-primature de l'Intérieur, s'engage à enrayer ces phénomènes demeurés comme un insoluble. Désormais, la tenue régulière des réunions de sécurité avec la participation effective et active des responsables des services et celle de la population, notamment lors des réunions des comités de sécurité élargis, est une obligation. Cette initiative s'inscrit dans la deuxième pilier du gouvernement central, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place la sécurité des citoyens et leurs biens au cœur de son action. Après de longs mois de discussion, la Commission nationale des réfugiés a signé un protocole d'accord avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La cérémonie s'est déroulée ce mercredi au siège de la Commission nationale des réfugiés. Témoin de l'événement, Eddy Tchala. Cette signature est le couronnement d'un travail de longue haleine. Des échanges ont eu lieu en amont depuis plusieurs mois entre l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA, ici représenté par Sophie Pegliasso, et la Commission nationale des réfugiés de la République démocratique du Congo, représentée par son secrétaire permanent, Eric Mukandila Malou. La Commission nationale des réfugiés compte profiter des 72 ans d'expérience de l'OFPRA dans le traitement de la question des réfugiés en RDC, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines de collaboration. C'est un contrat que je souhaite à long terme, de longue portée, et que nos échanges soient vraiment fructueux en termes de connaissances et des stages au niveau de l'OFPRA. Et pourquoi pas eux aussi venir apprendre comment nous gérons les réfugiés, les demandeurs d'asile sur notre territoire national. L'identification des réfugiés est un long processus qui commence à partir de l'entrée au niveau de la frontière, avec des services de la DGM, de services de renseignement et de la police nationale. On passe à l'enregistrement pour pouvoir aller maintenant le mettre dans la base de données qui est un processus biométrique. Le secrétaire permanent de la Commission nationale des réfugiés, Eric Mukandila Malou, a tenu à rappeler que les réfugiés et civils est identifié à sa traversée des frontières par la DGM, les services de sécurité, avant d'être reçu par des familles d'accueil. J'ai dit tantôt, une nouvelle société vient de voir le jour dans la province du Congo central, Congo Énergie. Cette entreprise de production, de transport et de distribution compte combler le déficit énergétique d'ici 2027 dans la province justement du Congo central. C'est le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, qui a procédé au lancement de la dite entreprise. Sandra Nyangui pour ce reportage. L'énergie, un des facteurs de développement, est actuellement en déficit dans la province du Congo central, comme partout dans le pays. 200 MW disponibles sur les 600 dont a besoin la province. Alors, comment combler le gap de 400 MW? La Chambre de commerce et de l'industrie du Congo central, à travers ses administrateurs, saisissent l'opportunité et mettent en œuvre Congo Énergie SA. Une société de droit congolais dans le but de produire, de transporter et de distribuer de l'énergie électrique au Congo central, mais aussi dans toute la République. Un motif de satisfaction pour le PCA de cette entreprise, Félix Amouna, qui a remercié les 30 actionnaires pour leur détermination à faire de la province un véritable fer de lance de l'économie congolaise. Le directeur général, Jacques Matouanga, a expliqué que 80% de l'énergie produite seront orientées vers les industries et les 20 restants pour usage domestique. L'énergie que nous voulons produire, premièrement, c'est l'hydroélectrique en développant des mini-centrales, soit remettre des mini-centrales qui existaient,
soit identifier des opportunités en termes de cours d'eau et voir la possibilité de mettre des centrales. Desservir le milieu rural entier va accompagner Congo Énergie SA, dont son DGA a relevé l'importance de ce partenariat. Représentant la première ministre Judith Suminwa, le ministre de l'Industrie, Louis Watum Kabamba, a réaffirmé le soutien du gouvernement à Congo Énergie SA pour sa création de plusieurs emplois. Congo Énergie n'est pas un projet isolé. Il s'inscrit dans une dynamique plus large, celle de la RDC qui se réinvente, qui croit en ses territoires, qui mise sur ses ressources internes et qui place l'énergie au centre de son développement. Bientôt, d'autres projets permettant de combler le déficit énergétique dans la province seront lancés. Les plantations et huileries du Congo ont célébré leurs 114 ans d'existence, marquant plus d'un siècle d'activité dans la production industrielle de l'huile de palme. Fondée en 1911, cette entreprise reste le plus grand producteur de l'huile de palme. Reportage. Selon la législation congolaise, tous les investissements étrangers ou locaux doivent participer au développement communautaire des peuples ou des populations de leur milieu d'exploitation. Les plantations des huileries au Congo en est une illustration dans le territoire d'Ingende, dans la province de l'Équateur. Les écoles, les centres de santé, les forages ont été développés pour les biens des populations locales. Depuis 1911, bakutaki biso na kati ya groupement na biso na bango kino lelo yo kimia ezali depuis bakoko na biso bayambaki société kino lelo bazali toujours ko evrer kaka na ba espace ezali o bakipaki yango depuis 1911. Donc ya malamu ezali ke société atongeli biso ba bâtiment scolaire ya ba école na biso primaire secondaire ya kitoko ya solo ya qualité. Moni Giskas, directeur général des plantations des huileries au Congo, s'assure personnellement que les ouvrages sont faits selon les exigences. Avec l'eau potable aux portées des mains, les villageois sont épargnés des maladies hydriques, les enfants ont droit à une éducation de qualité et de soins de santé primaires sont disponibles et l'espérance de vie est prolongée. 114 ans après sa première production, les plantations des huileries au Congo reprennent avec la volonté ferme de couvrir les besoins nationaux et envisagent des exportations et sa cohabitation avec les riverains sont de plus en plus harmonieuses. C'était un reportage de Redis Kitutu. Et puis, dans la province de l'Ituri, plus de 14 chefs coutumiers ont été installés dans le territoire de Djougou par l'administration militaire. L'installation de ces chefs coutumiers prouve à suffisance la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Reportage. À la réinstallation de ce chef coutumier s'ajoute le retour de la population dans ce milieu respectif, la reprise des activités socio-économiques, scolaires et la libre circulation de personnes et leurs biens au territoire de Djougou. C'est l'image voulue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en restaurant le tête des sièges. En territoire de Djougou, jadis épicentre des hostilités, 14 chefs coutumiers ont été installés et réinstallés grâce au climat de paix qui règne dans cette période l'état des sièges. Quand nous sommes arrivés, ils ont commencé à nous contacter pour que nous puissions arriver à trouver solution dans leur dossier. Vous allez trouver les groupements Gili, les groupements Loga, et puis dans le secteur de Walendou-Piti, vous allez trouver les groupements Zabou. Il y a eu encore d'autres groupements vers le secteur de Walendou-Djati. Et là, il y avait le groupement Beti, il y avait le groupement Chili. Tous ces gens-là qui ont été suspendus, avec l'avènement de l'état de siège, nous avons réhabilité tous ces gens-là qui étaient suspendus illégalement. Occasion pour l'administrateur du territoire de Djougou de lancer un appel particulier à tous les habitants de Djougou à la culture de la paix en vue de pérenniser la calmie qui s'observe actuellement sur toute l'étendue de ces territoires. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train d'évaluer la situation sécuritaire dans le territoire de Djougou, nous constatons qu'il y a une amélioration totale. Pourquoi nous disons une amélioration? À chaque fois, il y avait des tueries. Quelque chose à dire, c'est de dire à la population, d'être toujours, la population de Djougou surtout, d'être toujours confiant avec ce que nous sommes en train de faire. Les difficultés là sont transformées en défis pour nous.
C'est ce que nous sommes en train de travailler sur ça et nous rassurons cette population. Il faut le dire, l'autorité de l'État est déjà restaurée à plus de 80% dans la province de l'Ituri à travers l'installation de chefs de secteur et de chefferie. Ceci est le résultat de la confiance restaurée et le travail d'ensemble entre la population de l'Ituri et son gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Louéanka Chamadjouni. Restons toujours en Ituri où à l'occasion du 72e anniversaire de la Journée nationale des géomètres, une campagne de sensibilisation et de conscientisation sur le rôle du géomètre dans la bonne gouvernance a été organisée. C'est un reportage de Junior Selemani, toujours dans la province de l'Ituri. Le technicien verrait à la base de la mauvaise gestion de terre en Ituri, source de conflits de limites dans cette province en proie à l'insécurité, s'expose à des sanctions sévères. Mise en garde du conservateur de titres fonciers de la circonscription de Bunia, Faustin Adjoko. C'était à l'occasion de la célébration de la journée nationale de géomètres dédiée le 13 mai de l'année. En cette journée, je ne jetterai pas seulement des fleurs aux géomètres, mais aussi il y en a qui sont des brebis galeuses. Mais nous profitons de cette journée pour dire que ceux qui ne marchent pas dans les droits chemins, nous sommes appelés à les redresser. Afin que tous nous soyons unis pour accompagner l'autorité provinciale à réaliser sa mission du développement de l'Ituri. Même message d'interpellation du directeur chef de service venu de Kinshasa, représentant la ministre d'État des Affaires foncières. Et on profite de cette occasion pour lancer un message interpellateur de ce technicien qui est un pilier principal dans la gestion foncière, qu'il abandonne les mauvaises habitudes, qu'il abandonne les antivaleurs et qu'il adopte toutes les qualités que doit revêtir un géomètre. Pour sa part, le conseiller du gouverneur en charge des ITPR a appelé le géomètre au respect de l'éthique et de la déontologie cadastrale. Il demande aux géomètres de respecter la déontologie cadastrale parce que les problèmes que nous traversons aujourd'hui en Ituri, c'est lié au foncier. Pour immortaliser cette célébration et sceller un lien d'amitié et de consolidation de la paix entre les agents, il s'est joué un match de football au terrain de Kindia entre la circonscription foncière de Bunia et celle de Djougou. Score final 3-2 en faveur de la circonscription foncière de Djougou. Sachez aussi que l'intersyndicale du ministère des Ressources hydrauliques monte au créneau et dénonce un procès verbal d'un syndicat minoritaire qui prive l'État des ressources générées par une société en contrat avec le ministère des Ressources hydrauliques. On les écoute au micro de Skambal Kaïch. Excellence, nous voulons signaler que son Excellence, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité avait transmis les dossiers disciplinaires à la fonction publique par sa lettre du 18 janvier 2024 pour fin zitule. Plus tard, une année après la transmission du dossier, votre autorité a pris l'arrêté portant reclassement en activité de Monsieur le directeur Otepa Ochumbe Paul. Il y a lieu de préciser qu'au moment où Otepa Ochumbe Paul était à la tête de la direction combustible et mines et matières énergétiques, son entité réalisait à peine 5,7% des recettes. Durant sa suspension, l'intérimaire désigné a hissé la recette de cette direction à 37,47%. Aussitôt, votre arrêté de reclassement réceptionné et en attendant que son Excellence, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité prenne un acte à son endroit, le secrétaire général a notifié par sa lettre du 4 décembre 2024 à Monsieur Otepa Ochumbe votre décision afin qu'il rentre effectivement en activité. Nous étions au regret de constater un scénario là malsain. On a recruté, on ne sait pas, les gens sont venus d'où là, sont allés parler à lui à place de nous, qui sommes agents au secrétaire général des ressources hydrauliques. Nous étions estomaqués de constater aussi une composante syndicale qui n'est pas affiliée chez nous, que nous ignorons même. C'est pourquoi maintenant nous faisons la réplique pour prouver devant le monde que tout ce qu'on a fait hier, c'était monté à toute pièce. C'est ce que nous condamnons. Le VPM, qui est notre autorité, ne prendra jamais une décision unilatérale. Et sur ce, nous sommes sûrs qu'ils vont nous écouter.
Le rapatriement du patrimoine congolais, un des sujets au centre des entretiens de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé, et la députée fédérale belge, un échange qui fait suite pour parler initié dernièrement au mois d'avril. Fanny Malunga pour ce reportage. Les échanges entre la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé Mandembo, et la députée fédérale belge, Lydia Moutiébélé, ont porté notamment sur le processus de rapatriement des œuvres d'art, des restes humains et des archives coloniales, un enjeu de justice historique et de mémoire collective pour la RDC. La question du développement de centres culturels congolais à l'étranger était également au cœur de ces échanges, avec l'ambition de renforcer les dispositifs d'accueil, de création et de mobilité des artistes congolais en Belgique et vice-versa. Les deux parties ont évoqué la promotion des résidences artistiques, de coproduction et des échanges artistiques réciproques. Je félicite la perspicacité de la ministre qui veut que les choses soient faites correctement pour que le peuple congolais récupère son patrimoine culturel. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir m'entretenir avec la ministre sur ce sujet, ainsi que sur la coopération culturelle entre le Congo et la Belgique. Des négociations politiques qui doivent encore être faites. Je compte sur volonté des deux États pour que ces œuvres puissent être rapatriées le plus possible. Ce dialogue s'inscrit dans une dynamique de coopération culturelle et de valorisation du patrimoine congolais, tout en considérant les liens artistiques et institutionnels entre la RDC et la Belgique. Poursuite de l'opération d'identification des églises et confessions religieuses dans la ville de province de Kinshasa. Une opération qui se fait gratuitement. L'objectif pour le ministre de la Justice, c'est de remettre de l'ordre dans les églises. Regardez. Le but est d'assainir les microcosmes ecclésiastiques. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, a procédé dès le début de cette semaine à l'identification des hommes de Dieu membres de la communauté unie des réveils que dirige l'archevêque supérieur Dodo Kamba. Ceci fait partie du processus d'identification gratuite des ministres des cultes. Nous devons remettre de l'ordre et de la discipline. Dites-moi, quand on te donne une carte, un permis de culte, mais ça te protège, c'est pour ton propre bien. Parce que lorsqu'on voudra t'interpeller dans le quartier, par un quidam, on ne sait pas qui, il suffit de brandir ta carte qui a un QR-code, on peut scanner ça et directement on a toutes tes données et on sait te respecter. Tu es traité différemment que n'importe qui. Par ailleurs, le ministre d'État dénonce avec véhémence toutes les campagnes montées dans le but de saboter les efforts visant à assainir les secteurs ou encore les domaines des églises en République démocratique du Congo. Au cours d'un culte d'ordination célébré au temple de gloire dans la province de l'Équateur, différents pasteurs de l'église SCC ont été élevés au rang de révérends. Rodépanda. Cette cérémonie de haute portée qui a réuni les fidèles de la 37e SCC KDC du district urbain de Mbandaka a connu la participation du couple gouvernoral Boloko Bolumbu et plusieurs autorités de la province, ainsi que différents pasteurs de la KDC du niveau provincial, national et ceux venus de l'intérieur de la province. Dans son homélie tirée du livre de Luc chapitre 11, versets 1 à 13, l'officiant du jour, le révérend pasteur Ilunga Numbi John, représentant national de la KDC, a exhorté les 26 pasteurs issus de différentes églises de l'SCC KDC, nouvellement élevés au rang de révérends, de toujours se souvenir de leur mission en tant que ministre de Dieu. Dans son mot de circonstance, le gouverneur Boloko Bolumbu Bobo a encouragé ses serviteurs de Dieu à conduire à bon port les brebis dont ils ont la lourde responsabilité. L'occasion faisant le larron, le chef de l'exécutif provincial de l'Équateur a invité le fidèle de la KDC à se ranger derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour ramener la paix à l'est de la RDC. Avant de les inviter à l'amour de la patrie,
Notons que ces cultes d'ordination célébrés au temple de Gloire-la-Borne a été agrémenté par l'union de chantres de la 37e KDC. Enfin, la revanche du sol sur le sous-sol, ce combat du président de la République a fait l'objet de recherche d'un ouvrage littéraire signé Georges Arthur. L'ouvrage a été porté sous le fond baptismaux par le président Félix Tshisekedi. Guilain Kabalondi. L'Afrique peut nourrir le monde, tel est l'intitulé du livre de Georges Arthur Forest, dont le vernissage a eu lieu ce mercredi 14 mai 2025, ici au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Invité de marque, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé au vernissage de cet ouvrage qui présente les stratégies pouvant permettre au sol de se venger du sous-sol et sortir l'Afrique de l'insécurité alimentaire. L'auteur du livre, l'homme d'affaires belgo-congolais Georges Arthur Forest, défend la vision d'une Afrique capable de nourrir le monde grâce à ses terres arables, à l'exemple de la RDC qui possède un immense potentiel d'environ 80 millions d'hectares de terres arables. Georges Arthur Forest veut impulser une révolution agricole et mener la RDC vers l'autosuffisance alimentaire. Votre présence m'honore, et je dis, mais en plus, et au-delà de l'honneur, votre présence m'oblige. Elle m'oblige de redoubler d'efforts et d'imagination créatrice. Elle m'oblige à m'investir davantage, à pousser encore plus loin pour que le titre de mon ouvrage résonne de tout son sens. Pour qu'ensemble, conformément à votre engagement et à vos ambitions, dans la continuité de votre action, nous puissions assurer à notre cher Congo sa sécurité alimentaire, première étape vers la souveraineté alimentaire de notre chère Afrique. Portant l'ouvrage sur les fonds baptismaux, le chef de l'État a félicité l'entrepreneur Georges Forest qui a pris à bras le corps son combat de la revanche du sol sur les sous-sols. Merci Georges, merci pour cette contribution très très importante à la République démocratique du Congo, mais aussi à l'Afrique, car ça va vraiment être une sorte de Bible désormais pour ceux qui vont se lancer avec nous dans ce rêve de faire de l'agriculture la revanche, en tout cas sur les mines. Les mines qui nous ont causé beaucoup de problèmes d'agriculture qui nous permettraient évidemment de sortir de ce cauchemar et de transformer évidemment les attentes de notre peuple en bonheur. Cet ouvrage littéraire a reçu la bénédiction et le soutien du chef de l'État qui tient résolument à la transformation du secteur agricole. Tout s'est clôturé par une séance de photos des familles. Et puis ce communiqué pour boucler complètement ce journal, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières informe l'opinion nationale et internationale que l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC persistent dans la commission d'actes constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans les zones sous leur occupation. Les faits les plus récents sont les suivants. Organisation du 10 au 13 mai 2025 d'une série d'opérations de traque contre les populations civiles assimilées à tort au FDLR, FRDC ou encore au Wazalendo dans la ville de Goma, le territoire de Nyiragongo et celui de Massissi. Le bilan fait état de 107 assassinats, plus de 4000 hommes et jeunes garçons enlevés et embarqués de force dans les camions vers une destination inconnue, des centaines de cas d'exécutions sommaires, des viols, des tortures, des pillages, des restrictions à la liberté de circulation ainsi que d'inscription dans les structures sanitaires. Installation
sur le sol congolais des familles rwandaises munies des cartes d'identité rwandaises, fait qui vient appuyer les différentes dénonciations formulées par le gouvernement de la République au sujet des actes d'épuration ethnique et des repeuplements orchestrés par Kigali, chasse à l'homme ciblant des personnes sous statut des réfugiés vivant dans les zones sous occupation. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières poursuit méticuleusement le monitoring de ces crimes commandités par Kigali et rappelle que ceux-ci appellent à une prise en charge judiciaire appropriée afin que justice soit rendue en faveur du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. C'est un communiqué signé Chabani Luko Biongo. Fin de ce journal, merci d'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 23h avec le même plaisir. Continuez à nous suivre et à rester branchés sur nos programmes. D'ici là, portez-vous bien.